Moi, quand je serai grand, je serai Franck Desvignes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un matchmaker, un des plus grands connecteurs que j'ai pu rencontrer dans ma vie professionnelle. Franck Desvignes a plusieurs vies. Il est aujourd'hui Global Head of Open Innovation chez AXA Next et aussi Founding Partner de True Global Ventures, un des fonds les plus actifs dans la blockchain et l'IA, avec des investissements dans des licornes de cet univers comme Animoca Brands, Sandbox et Forge. Franck, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tu es un véritable vétéran de la tech. Tu as participé en tant qu'entrepreneur, corporate et investisseur aux grandes tendances de ces 20 dernières années. Nous allons revenir sur ton parcours, tes convictions et ta vision de l'évolution de la technologie blockchain pour les années à venir. Franck, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs? Merci Alexis de cette introduction incroyable, bonjour. Écoute, j'ai 51 ans, ça fait 25 ans, que je travaille dans, l'univers, le plus souvent des services financiers et de la technologie. Je suis plutôt d'une formation, business school, hein, pas ingénieur, mais j'ai toujours été passionné par la science, la tech, les changements, sociétaux que ça occasionne et j'ai toujours eu envie de contribuer, participer, à ces grands changements avec, soit mon travail, en apprenant et puis, aussi, bien sûr, en investissant dans mes convictions. Hem et donc voilà, j'ai commencé par, créer une société en 94, donc pendant, ma dernière année d'école, et avec, dans l'idée, en fait, initialement, d'interroger, le plus possible de Français sur, leurs habitudes de consommation. Alors c'était, d'abord on-site, dans des grands magasins, Carrefour, Auchan, Nord Auto, spécialisés, Leroy Merlin et cetera. Par téléphone, pour, essayer d'avoir plus de compléments, d'informations et puis j'étais parmi les premiers à faire et à proposer ce service-là de collecte d'informations, sur internet en France, dans les années, 98. Donc parmi les premiers à jouer avec, internet. J'avais un associé qui était, très geek, qui, nous a ramené de New York, un CD d'AOL. Après ils ont été distribués, ouais, AOL, ça te fait, rigoler évidemment. La porte d'entrée vers le web 1 et donc voilà, on découvre ça, on développe, avec, des partenaires un outil extraordinaire. Société, que j'ai, revendue en 99, donc tout le monde me dit: «Ah là là, quel sens du timing!» C'est pas Bon, faux. les ch c'est pas ouais, les choses se font, comme ça. J'avais surtout très envie de remonter une autre boîte. Une start-up plutôt B2C avec quelques bonnes idées, en tête et puis, je me suis fait, rattraper, c'est-à-dire, embauché, par, BNP qui fusionnait avec, Paribas en 2000, pour devenir la plus grande banque, européenne avec cette idée de, quels sont les grands sujets en fait internet, de sociétés qui vont, pouvoir être, suite à cette fusion, heu scaler en fait, être adopté, par les clients, de BNP Paribas. Donc naturellement, très vite, je me suis mis, à travailler sur la première plateforme d'internet banking, c'est-à-dire la gestion de compte en français, très inspiré des modèles, américains, Yodlee, par exemple, où, voilà, c'est vrai que moi, en tant qu'utilisateur, bah, je faisais mes comptes, mes parents m'avaient appris à faire, pointer les opérations, qu'on faisait entre le relevé de compte qu'on recevait, par papier. Je dis ça pour ceux qui ne savaient pas comment on faisait avant l'internet ou avant internet mobile, comment on gérait ses comptes. Bah, on faisait des rapprochements, entre, alors des feuilles Excel ou, des petits logiciels qui s'appelaient Money, Quicken, que certains ont peut-être connu. Voilà, c'est le début de la fintech pour moi. Ça s'appelait pas du tout comme ça, mais c'est comme ça que j'ai découvert cet univers en lançant, cette plateforme, en y travaillant, en la développant. J'y suis resté 12 ans. Voilà, après j'ai été, aussi, approché par AXA pour lancer des travaux de transformation digitale, puis d'innovation et cetera. Mais c'est là, donc là, on a créé l'InsurTech, voilà, mais en gros, ça c'est mon parcours un peu corporate. Mais avec cette âme d'entrepreneur, j'ai, évidemment fait du business angel, dans les années, 2000, donc
plutôt le Web 1. Perdu un peu d'argent au moment de l'éclatement de la bulle, mais suffisamment diversifié dans mes investissements, alors plutôt du data analytics, du ad serving, donc servir des bannières de publicité. À l'époque, j'étais membre de l'IAB où je me souviens de cette réunion où on a défini quels étaient les formats publicitaires. Donc le nombre de pixels d'une bannière, 468 par 60, un truc comme ça. Donc j'y ai croisé des gens fabuleux, des entrepreneurs pionniers du Web 1, que j'ai accompagné quelques années, suffisamment longtemps pour que tout ça retrouve une adoption réelle, hein, parce qu'en fait le problème de 2000, c'est qu'on avait des business plans de start-up, mais il y avait 200 000 internautes en Mais France, ça, on a mis la donc, charrue avant les bœufs, quoi. donc ça volait On pas avait très haut. pensé à toutes les idées étaient déjà là, mais il manquait juste les utilisateurs. Ouais, alors Ouais. c'est très intéressant ce que tu dis parce que en fait on a vu ça aussi dans le Web 2 et puis on le voit aussi dans le Web 3 et donc voilà, tout arrive, il suffit de faire les bons choix, de travailler avec les bons entrepreneurs et puis à un moment donné bah, l'adoption de la population se fait quand ça match avec des services que la technologie peut rendre et donc voilà, donc c'est vrai que ces premières années d'internet banking où d'un seul coup, enfin pas d'un seul coup, mais sur une période assez longue, l'adoption se fait. Et quand je quitte BNP Paribas, il y a, je sais pas, un client sur deux connecté tous les 2 jours. 90% de toutes les opérations de daily banking sont faites online, dont à l'époque la moitié sur le mobile. Ouais, Enfin c'est voilà. ça. C'est-à-dire que si je caricature un peu, t'es arrivé chez BNP, il y avait rien, et t'es parti chez BNP, il y avait une appli sur un iPhone ou un Ouais, il y avait téléphone Android BNP où on Net pouvait faire de sur l'internet Minitel. banking. Ouais, il y Ouais, avait BNP Net sur Minitel. Le premier ouais, site ouais. internet avait été lancé. C'était assez limité en termes de fonctionnalités. Et petit à petit, on y a rajouté le e-commerce, ouvrir des comptes, souscrire à des contrats d'assurance vie, faire du prescoring sur des crédits conso, commencer de faire des leads sur des crédits IMO, etc., etc. Et puis, bah, l'adoption est venue. Donc, investisseurs, business angel en parallèle sur bah, les technos et les entrepreneurs qui font euh, cette première version du Web 1. De belles exits dans les années 2007. Tu vas me dire bon timing Toujours. à exit, puisque en Il n'y 2008, a pas de crise financière. hasard, Franck Devigne. Mais bah, il faut s'interroger, se challenger en permanence, voir un peu, apprendre de ce qui est en train de se passer, en effet. Et donc, voilà, 2008, crise financière. C'est le moment, en fait, en 2009, 2008-2009, du lancement de l'iPhone. Et puis tous les services qui vont avec. Uber s'est lancé, Airbnb 2009. À l'époque, personne n'y croit non plus. Je me souviens de 2010, du lancement de l'iPad. Donc j'avais fait chez BNP Paribas la première app dans l'iPhone, bancaire dans l'iPhone, et puis la première app de gestion de compte dans l'iPad le jour du lancement de l'iPad en France en 2010. Et il y avait évidemment toutes les interrogations de mais ça sert à rien, on a déjà des ordinateurs, on a déjà ci, on a déjà ça. C'est quoi ce format qui, soi-disant, va révolutionner le monde? Voilà, on vit très bien sans. C'est aussi l'arrivée de Facebook en France. Donc il y a eu un petit épisode MySpace. Je ne sais pas si tu te souviens, toi tu Bien es un sûr, artiste, Alexis, donc bien sûr. forcément, tu as été comme moi Et sur Small MySpace. World aussi, si tu Ouais, te sur rappelles bien. World aussi, bien sûr. Donc Facebook, et puis Facebook est challengé un peu plus tard par sa vision mobile, c'est-à-dire qu'ils arrivent à monétiser l'audience sur le desktop, mais en fait c'est la version mobile. À l'époque d'ailleurs, hein, un peu comme les sujets métaverses de l'année dernière, Facebook est challengé sur le fait que sur le mobile, ils vont pas trouver de modèle économique. Bon, ils ont d'ailleurs embauché à l'époque cette femme venant, Cheryl, là, venant de Sheryl Google, hein. Sandberg. Ouais. Ouais, exactement, pour monétiser le mobile. Bon, finalement, ils trouvent comment faire de la pub sur mobile et monétiser cette audience. Et puis, ça fait un grand boom en adoption. Et moi, j'en profite pour investir dans cette vague marketing mobile. Donc tous les sujets, un peu les mêmes. Comment on fait du direct marketing, mais réinventé avec le mobile. Comment on fait du marketing mobile. Comment on monétise une audience mobile. On lance des apps, des nouveaux services, etc.
Donc ça, c'est 2008-2009, mais tout ça en business angel avec vraiment mes moyens. Mais je comprends que c'est le Web 2, qu'on n'appelait pas du tout comme ça, on appelait ça le Web 2.0, qui était essentiellement les réseaux sociaux. Mais en fait, ce qui fait vraiment l'adoption, c'est la couche de hardware que représente et la coolitude d'avoir un iPhone ou un smartphone Android et qui, voilà, qui fait que, bah, finalement, on appuie 10 fois par jour sur le bouton, de Facebook pour savoir ce que font, nos amis. Alors que, quand on allait, sur internet dans le web 1, on ouvrait son laptop, et notre fenêtre d'ouverture sur le monde, c'était Google et voilà et à partir de ce moment-là, les choses changent. Voilà. Je pense qu'il y a un énorme parallèle avec ce qui est en train de se passer entre le web 3 et l'AI. L'AI étant cette couche d'adoption, massive qu'on attendait tant, dans le web 3 et le web 3 étant l'infrastructure, qui va avec et donc c'est pour ça qu'on appelle ça le web 3 et pas le web 3.0 pour les puristes. Tout à fait. Voilà. Donc un parcours, multiple, des investissements plutôt en business angel. Je pars en 2015, habiter en Chine. J'avais très envie, de me reconnecter. Alors c'est après quelques années de digital transformation, des trucs un peu longs, compliqués, pour adresser des comex de sociétés qui ont pas forcément toujours, envie de se transformer. Hem, et donc, je me dis: «En fait, j'ai envie de faire de l'innovation, d'aller voir ce que font des entrepreneurs de la tech et notamment de la fintech». J'avais, une petite période où bon, tous les ans, j'allais en Silicon Valley, mais je trouvais que c'était un peu pauvre du côté des services financiers et dans mes voyages, en Asie, j'avais remarqué, le début du mobile paiement, j'avais, voilà, Ouais, Alipay, WeChat Pay, Alipay, voilà. etc. Donc quand j'arrive en septembre, enfin pendant l'été, et je commence ma saison en septembre 2015, c'est le lancement de WeChat Pay. Alors Alipay fonctionne déjà, bien, mais on voit émerger un truc qui est encore plus incroyable que Alipay, qui est issu d'Alibaba et donc ben, c'est une app de paiement sur, les achats online, mais aussi surtout sur les achats offline. Donc dans le magasin, on paye avec son QR code et là, je me dis: «En fait, on va collecter pas 15 de toutes les datas du e-commerce, mais l'ensemble de toutes les datas du commerce». Donc je me dis: «Waouh!» Les Et puis datas après, la sachant que Chine, les ils sont un peu moins tendus qu'en Europe sur les données personnelles aussi. ouais, ouais, complètement, on verra que c'est pas pour les bonnes raisons, pas pour les bonnes raisons éthiques, mais en effet, heu, on le sait, depuis un moment déjà à cette époque-là que les données de finance, les données de ticketing, de dépenses et cetera sont des données essentielles sur, comprendre en fait les comportements, des clients, les segmenter, voilà et heu, donc je m'intéresse à ça. Effectivement, cette app de paiement qui est maintenant, avec WeChat, embarquée dans une super app, mais qui est plutôt un réseau social, à l'origine. Ouais, juste Heu, pour les auditeurs qui connaissent pas WeChat, je sais pas s'il y en a, mais WeChat, c'est Internet en Chine. Tout passe par WeChat. On peut payer ses impôts, réserver un taxi, commander de la nourriture, payer ses factures payer ses factures, d'électricité, on fait à peu tout près tout, mais Internet est calibré pour WeChat quasiment. C'est-à-dire que ouais, les mais à la sites, base tout à fait et à la base, ça ressemblait à un WhatsApp, hein. C'était d'ailleurs, chez Tencent, un concurrent du système de messagerie, maison qui était, QQ, si tu QQ. as connu. Voilà. C'est un peu le Donc Twitter, Twitter chinois, c'est ça? Ou ouais, Skype, non, exactement. c'était le Skype ou le Twitter chinois? Non, Ouais. ouais, c'était une sorte de Messenger, en fait, un peu, Ouais. avant les autres, avec aussi un peu de Twitter, en effet. Donc mais 2 projets internes qui, d'un seul coup, WeChat explose en termes d'adoption parce qu'ils ont cette capacité de relier les gens et donc les paiements qui vont avec et en fait, le nouvel an, ils avaient testé le truc au nouvel an chinois où tu envoies des enveloppes rouges à tes amis. Voilà et en fait, en envoyant une enveloppe rouge à tes amis, chacun de tes amis ouvre un wallet dans, WeChat et sont en capacité de redépenser l'argent qu'ils ont gagné avec ce système d'enveloppe rouge aléatoire, c'est très festif. Voilà, les dépenses sont très festives. Le money, comme on dit, pas, je sais pas en mandarin, mais en anglais là-bas. Donc voilà, c'est passionnant. Et puis je recrute une petite équipe. Je vais dans plein de conférences et tout le monde
mais vraiment tout le monde en 2015 en Chine me parle de Bitcoin. Alors j'avais évidemment entendu parler de Bitcoin, mais pas à ce point. C'est-à-dire qu'il y avait un fit avec cet esprit de wallet, de paiement, de peer-to-peer, crédit, etc., qui marchait très bien en Chine. Euh, voilà, d'appétence avec les crypto-monnaies, la sécurisation du truc, le transfert de valeur de personne à personne. Voilà. Donc, je me mets à aller dans plein de conférences où, à Singapour, je rencontre Vitalik qui fait un speech dans une université. Donc, je sais pas, il y avait moins de 100 personnes. Alors Euh, Vitalik est le fondateur d'Ethereum, hein, pour ceux qui ne savent pas. voilà, je rencontre Sisi dans une conférence en 2017, donc le fondateur de Binance. Mais surtout, en 2015, je me dis, bon, ok, pour comprendre et avoir l'air moins vieux auprès de mes équipes, je vais me mettre sur une plateforme chinoise, BTCC à l'époque, Bitcoin China, et acheter mes premiers Bitcoins. Voilà. Et donc, à l'époque, le Bitcoin était à 500, 600 dollars. J'ai pas j'ai la ref exacte, mais c'est vrai que du coup, ça m'a permis de faire une petite enveloppe. Mais ça te Mais paraissait beaucoup aussi, déjà à l'époque ou pas? Juste petite question. ouais, bien sûr, ça paraissait déjà, ouais, quand même. Euh, C'était pas loin de la période où ça avait été 1, 2 euros. Donc, il y avait eu déjà des bull market, comme on dit maintenant. Mais, euh, mais voilà, donc oui, ça commençait, mais ça pouvait aussi aller à zéro, comme Bien sûr. aujourd'hui d'ailleurs, ça Toi, pourrait tu aller à testes, tu te zéro. dis, je me Mais je me connecte, dis, au j'en moins, je prends veux un peu. Ouais. comprendre, moi, je veux vivre Voilà. l'expérience, je veux m'inscrire sur une plateforme, je veux comprendre les plateformes, je connaissais un peu pour avoir fait l'Internet banking. Et je me note d'ailleurs une dizaine de projets sur le côté en me disant, oh là là, bah, pour que ça soit adopté massivement, il va falloir un peu simplifier l'accès, va falloir pas forcément avoir fait 15 ans de coding pour pouvoir acheter un Bitcoin et comprendre comment ça fonctionnait. Voilà. Donc, je me passionne, je lis, évidemment, je rentre dedans, je lis les, les, euh, les white papers, je rencontre des entrepreneurs qui le font. Je rencontre aussi un consultant qui écrit un livre en 2017 et il me dit comment j'ai raté d'investir. Son livre s'appelle un truc du genre comment j'ai raté de devenir millionnaire en ayant finalement pas acheté de Bitcoin. Voilà, donc là, je me dis, bon, il faut vraiment que j'insiste. En 2016, c'est le moment où en 2016, c'est le moment où mes équipes sont en panique parce que d'un seul coup, la news tombe et la Chine banne, en fait, non pas la détention de Bitcoin, mais l'achat, enfin, en fait, la conversion de RMB en Pour Bitcoin. crypto-monnaie. Voilà. Et à Ouais. partir de ce moment-là, il y a d'ailleurs Alipay et d'autres qui permettent en fait de s'échanger, voire de faire des drops entre personnes physiquement. C'est-à-dire, il y avait des apps, enfin des fonctionnalités dans l'app qui permettaient de faire le Uber de la transaction Bitcoin. C'est-à-dire, tu pouvais rencontrer physiquement le Tinder du Bitcoin. C'est-à-dire, tu pouvais rencontrer physiquement des gens pour aller faire des drops peer-to-peer de Bitcoin. Faut, faut, Incroyable. faut quand même Incroyable. se souvenir qu'à cette époque-là, 80% des machines, 80% de la blockchain était minée en Chine. Oui, Hein, c'est ça. C'était c'était avant voilà, l'interdiction de minage en Chine, etc. C'est tout vrai que à fait. c'était. Donc 2016, mon équipe est en panique, ils se disent que ça va bientôt être complètement interdit après cette première étape. Et là, c'est ma deuxième souscription. Je me dis bon bah, je vais être sympa. Ils m'ont emmené un peu partout, etc. Ils m'ont fait rencontrer les bons entrepreneurs. Je vais racheter leur Bitcoin. Ils m'en veulent pas. Ils m'en veulent toujours pas. Je les ai toujours régulièrement sur WeChat. On s'échange pas mal de choses. Mais effectivement, je leur ai repris à cette époque-là en drop. Ou encore, je suis allé à la banque chercher du cash. Je leur ai donné du cash. Je les ai débarrassés de leur wallet. Bon, voilà. Donc ça, c'est pour la petite histoire de comment je suis entré dans les cryptos monnaie, mais évidemment en comprenant cette couche de tech blockchain. Et puis, j'ai revu bah, des business angels qui voyageaient aussi comme moi ou qui avaient voyagé, dont un qui est le fondateur de True Global Venture depuis le début, qui s'appelle Dusan Stojanovic.
qui habitait en France, donc c'est un Suédois, qui habitait en France, à l'époque et qui avait développé une plateforme, qui a été vendue ensuite et qui était devenue Monabank. Donc il faisait de l'internet banking, mais à son compte. Je faisais de l'internet banking, on s'était rencontrés en 2003 et je le retrouve, il habite à Singapour, il organise quelques conférences intéressantes sur, notamment, les services financiers et la fintech. Entre-temps, il avait, fait son exit, investi, dans pas mal de trucs en Suède notamment. Il a fait, je crois que c'est un investisseur assez incroyable. Il a fait 3 exits la même semaine, voilà, avec une énergie, fabuleuse. Et puis, je le retrouve, il organise, des conférences à Singapour, en Shanghai, à Hong Kong, à Tokyo. Je le suis dans ces conférences. Heu, il me demande d'être speaker. Quelques années après, je t'avais demandé, Alexis, de venir à l'une de nos conférences, notamment à Zurich. C'est vrai. Voilà, tu vois un peu l'audience qu'il y a dans ces conférences, c'est des entrepreneurs, des investisseurs et pas mal de corporates qui, se réunissent et qui parlent d'un sujet, assez en profondeur avec des use cases et cetera, voilà. Et on se dit en fait, là je rejoins un fonds qui était en cours, qui s'appelle TGV3, en tant qu'investisseur LP, GP en fait, puisqu'il y avait que on était vraiment, peu nombreux, mais on investissait avec notre argent, pas d'argent de LP en fait, Juste d'investisseurs une externes. petite, c'est quoi GPLP pour les gens qui savent pas, très rapidement? GP, General Partner, c'est les gens qui font, tourner les fonds, enfin qui font, les investissements, qui décident des investissements. Les LP sont des limited partners, c'est-à-dire des investisseurs qui confient leur argent à des gestionnaires que sont, les GP. Donc là, c'est un petit fonds, on est, une poignée, de personnes, mais vraiment très intéressés, dans ce qu'on fait évidemment avec notre argent. Je rejoins ce fonds 3 et pendant ce fonds 3, on a quelques succès, c'est le moment des ICO. On a une boîte qui fait une très belle ICO, et on comprend un peu, mieux, les use cases qui vont, émerger, de cette technologie, blockchain. Et en 2018, on décide de monter un fonds dédié à ça, c'est TGV 4+. Heu, voilà, c'est le moment où je rentre en France, entre 2018 et 2019. Bon timing, et donc le partenaire pour, la France, l'Europe, et on commence à faire des conférences aussi pour, réunir d'autres business angels comme nous, des anciens entrepreneurs, avec une thèse assez simple. On investit dans des serial entrepreneurs uniquement, et on cherche des use cases, qui sont les plus pertinents. Voilà. On arrive à réunir, heu, 25, millions, heu, avec une trentaine de personnes, qui investissent leur argent et qui sont des GP un peu partout dans le monde, sur une vingtaine de villes dans le monde, de San Francisco à Singapour. Voilà, Ouais, et alors donc c'est assez intéressant si on peut passer 2 secondes là-dessus, parce qu'en fait, ouais, ton fonds, comme c'est que des entrepreneurs qui mettent leurs propres argent, ce que tu l'as dit, il y a pas de LP. En fait, finalement, ouais, vous couvrez la terre entière. au début. Ouais. Vous avez, en fait, des représentants dans toutes les grandes villes en vous disant, en fait, l'innovation, elle vient de partout. Il y a pas, c'est pas comme c'est un sujet très nouveau, c'est pas un sujet qui est plus américain, plus asiatique, plus européen. Il faut qu'on soit global dès le départ. Il faut qu'on soit global dès le départ parce que c'est ce qu'on a en face de nous. On a, des bouts d'équipe qui font, dans chacune de ces villes, qui contribuent à des white papers, et on voit que les organisations qu'on a en face de nous, heu, sont déjà un peu décentralisées. Donc, il y a un tech qui est à l'autre bout, de la planète, un cofondateur, dans une ville, voilà. Et en fait, on a fait, une compétition d'ailleurs à cette époque-là pour, essayer mettre notre deal flow, tous en perspective de ce qui était en train de se passer, quels sont les projets qui vont scaler le plus et quels sont les use cases. Et cette compétition, en fait, effectivement, les dossiers sont arrivés d'un peu partout, heu donc on s'est dit: «Il faut que nous aussi, on ait un réseau de GP, un peu partout, dans le monde». Donc, on a établi une liste de critères. Il faut des talents, dans cette ville. Il faut qu'il y ait des talents, des mathématiciens et cetera. Il faut, des talents tech, bien sûr, évidemment, hein, principalement. Il faut, des cas d'usage, qui font sens pour le pays, qui peuvent scaler.
il faut des corporates intéressés pour être des potentiels clients. Et puis, il faut de l'argent pour investir. Voilà. Donc, avec ces 4 critères, on a passé au tamis une vingtaine de villes dans lesquelles on est aujourd'hui. Et on a un GP dans chacune de ces villes. On partage tout notre deal flow, on observe ce qui se passe. Et il y a un use case qui se dégage, notamment de nos premiers investissements, parce que dans ces cofondateurs du fonds 4, il y a quelqu'un que tu avais aussi rencontré à Zurich, qui s'appelle Yatsu, qui est le fondateur d'Animoca Brand, et qui, en fait, on lui vend une de nos boîtes qui marchait pas, mais qui avait un use case hyper intéressant. Ils avaient la licence pour des images en digital, numérique. Ils avaient la licence du Bayern de Munich. Donc, on est avant Sorare, où Sorare est en train de se créer. Et nous, on a une petite boîte, les fondateurs ont explosé, ils n'arrivent pas à vendre leurs trucs. J'en ai d'ailleurs quelques-uns dans mes wallets encore. Et nous, on trouve que c'est assez extraordinaire de pouvoir, comme ça, acheter des images uniques, C'est avant peut-être les qu'on revendre appelle un ça des jour. NFT. Enfin, c'était avant la fièvre Ouais, des c'était avant les NFT. NFT, ouais, tout Ouais. à fait. Et donc, Yacht se saisit du truc, d'ailleurs, pendant notre conférence à Zurich, au dîner, où il se dit, mais ok, en fait, c'est un super modèle, je reprends, et là, on fait un equity swap avec Animoca dans le fond et dans le fond précédent. Et donc, nous, on a commencé d'investir dans Animoca comme ça. Voilà. Et donc, lui, ça va être son business model, son parcours de transformation complète de son. Lui, il vient du mobile gaming, casual gaming, un peu comme les nous arrêtent, et il bascule ça en play to earn. Voilà. Et donc, notre premier investissement en 2019, avec les 25 petits millions qu'on avait réussi à réunir entre nous, c'est un studio de jeux vidéo qui avait déjà sorti une version 2D de son jeu qui s'appelait Sandbox, qui avait déjà eu 42 millions de joueurs, voilà, et deux Je me super rappelle, j'étais entrepreneurs. là au pitch à Zurich. C'est Tout drôle de à fait. refaire l'histoire comme ça, de refaire le match. Mais j'étais là, j'aurais tellement dû investir. Ouais. Je t'ai proposé d'ailleurs, Je sais, je aussi. sais. Mais surtout de nous rejoindre en tant que GP. Mais surtout, euh, ces deux entrepreneurs fantastiques, français, by chance, mais donc Sébastien Borget et Arthur Madrid, avec cette vision de dire en fait, donc gaming, le use case blockchain, ou plutôt le use case blockchain, c'est les items dans le gaming. Ça ne s'appelait pas non plus encore NFT, ça s'appelait pas vraiment encore Metaverse, mais en tout cas, ça n'avait pas la cote que ça a eu en début 2020, si tu te souviens. Mais voilà, en juillet 2019, on est parmi les premiers investisseurs de Sandbox, et on lead le tour, et voilà, on investit 10% de l'equity en fait de la boîte en juillet 2019. Et puis ils vont commencer donc de lancer des premières pre-sales dans lesquelles j'avais mon wallet MetaMask de près, donc j'ai commencé à acheter des landes pour comprendre ce qu'il y avait. On était dans des calls invités pour voir comment ça fonctionnait. Voilà, on fait un deuxième investissement un peu plus tard dans l'AI, en Allemagne d'ailleurs, une société que tu connais aussi, qui s'appelle Quantum Rock, et qui fait de l'investissement, de l'asset management basé sur des outils de génération de stratégies d'investissement par de l'AI. Donc un sujet très proche d'aujourd'hui. Mais en gros, on avait deux thèses d'investissement, enfin deux méga trends qu'on avait en tête: blockchain pour le gaming, et l'AI, notamment dans les services financiers. On était bon sur la première en termes de timing, on l'était moins sur l'AI en termes de timing, mais on est en train de se rattraper en ce moment avec ce qui se passe. Donc voilà, et on se dit en fait, donc quelque part longtemps après, hein, parce qu'en avril 2021, donc il y a eu ce boom des NFT en 2020 avec le NBA Top Shot, avec Sorare et tout plein d'autres trucs. Et donc on se dit,
en plein Covid, hein. Les gens, en fait, ont passé beaucoup de temps sur le gaming, à faire, plein de trucs et donc big boom et on se dit: «C'est peut-être le moment d'ouvrir à des LP, à des investisseurs, qui peuvent profiter de ce qu'on a commencé de faire». On avait 4 investissements, on voulait en faire, beaucoup plus évidemment et donc on s'est dit, voilà et donc en août 2021, on a closé vraiment le fonds, ce fonds TGV4+, avec 113 millions d'US dollars. Donc tu vois, en quelques mois, on a pu faire un bon raising. On a déployé, ce fonds, dans 16 boîtes. 75% du fonds a été déployé, heu, avec un maximum de diversification de risque de 10% par société et voilà, on a fait plutôt des investissements early, c'est-à-dire D'accord. 20% vraiment late stage, 80% du fonds en, série A et plus, en bon et au moment, en fait, l'année dernière, en avril 2022, on est capable de rendre, sur finalement, de faire un ARR de 600%, avec la vente de quelques tokens et un DPI de x3 en 18 mois. Voilà et donc, fatalement, là, on se dit: «Bon, bah, nos sociétés vont maturer, le truc, on va pas s'arrêter là», et donc on crée un fonds, dans l'idée essentiellement de suivre les boîtes dans lesquelles on a investi, de prendre notre prorata et de continuer leur développement et de les aider jusqu'à l'IPO. Et puis on s'est ouvert à un peu plus que juste un fonds de follow-on. On a, en cours de route, décidé d'être un opportunity fund. Mais en 2 mois, on arrive à closer en juin 2022, un nouveau fonds, donc le TGV4 Plus Opportunity Fund, plutôt dédié à faire du late stage, avec des paris un peu bold, hein. On peut aller jusqu'à 25% du capital, committé sur, un investissement, donc moins de diversification, plutôt, du renforcement des Et meilleures en boîtes. termes d'investissement, ça représente quoi au maximum? Parce que si la boîte vaut pas cher, 25%, c'est pas cher, mais c'est quoi votre capacité d'investissement maximum dans une seule ligne Alors aujourd'hui? aujourd'hui, ce fonds, il fait 146 millions, D'accord. Vous avez closé ça et en 2 mois. Bravo. on a causé ça en 2 mois. Alors c'était aussi, de l'argent qu'on était en train de distribuer à des LP et à des GP. Donc ils se sont dit: C'est «OK, une bonne on nouvelle. va». On vous a fait Voilà, gagner plein d'argent. Encore meilleure bonne nouvelle, vous pouvez le nouvelle, réinvestir. Voilà. vous pouvez réinvestir en suivant en fait ces bons investissements, Ouais. dans leur vie, qui va les amener, jusqu'à l'IPO. On verra, on peut pas leur promettre le même, le même ARR que ce qu'ils ont déjà eu, la même performance, mais en tout cas, on pense que, ce sont des choix, voilà. Donc, on met des tickets aujourd'hui plutôt entre 3 millions et jusqu'à 25% de 146 millions. Hem, voilà, dans ce fonds-là. Ce qu'il faut savoir dans ce fonds, c'est que nous, on a, 40% de ce fonds est à nous, Nous, et donc c'est les GP, hein, donc les les GP, general ouais, partners. c'est-à-dire les general partners et donc ça fait des commitments assez importants, mais surtout, ça fait des convictions importantes. C'est-à-dire que les LP qui investissent avec nous, heu, ils nous prennent pas pour, enfin, je veux dire, on n'est pas des Là, VC tu joues traditionnels, quand même classiques. quasiment principalement avec ton argent. Ouais, c'est ça, C'est le c'est-à-dire que tu vôtre. Il prends y a tes un vrai décisions, alignement des tu intérêts, ouais. réfléchis. Ouais. Voilà, exactement, c'est un alignement d'intérêts, comme tu le dis, et c'est quasiment un véhicule de co-investissement. C'est-à-dire que on a choisi des sociétés, on a pris des risques dans le fonds précédent. Là, maintenant, on choisit des sociétés plus matures, au stade de licorne, hein. On a 3 sociétés, aujourd'hui, dans ce fonds-là, en particulier, déjà déployées. On a déjà déployé 49 millions, donc un tiers, avec, 3, investissements, Ledger, Animoca et Sandbox. Et donc D'accord, Ledger, Ledger. Donc c'était vous avez nouveau pour nous. participé au dernier tour de Ledger qu'on a annoncé il y a 2 On a mois, c'est l'idée ça? l'extension de la série C. Ouais, D'accord. on a l'idée d'extension de la série, C qui, d'ailleurs, s'est faite, sur le même, pricing que, il y a 18 mois, en effet. Alors que, quelque part, depuis le crash, FTX, il y a eu un énorme boom, dans les, sales, de Ledger. Les gens, spontanément, c'est Pascal, hein, Gauthier qui, le CEO, de De Ledger Ledger. qui explique ça très bien. Il y a même il montre une corrélation entre,
le hardware wallet sales, enfin les revenus et un ETF Gold. Et en fait, à chaque fois que ça crache, soit sur les crypto exchanges comme le crash d'FTX, soit même sur SVB, c'est ce qui est un peu plus surprenant, les gens vont acheter des solutions de sécurisation de leur crypto-monnaie. Voilà, c'est un market leader. On le connaît bien parce qu'on est français, mais encore une fois, nous, on investit sur 3 continents et donc bah, les entrepreneurs qui viennent nous pitcher ont sont challengés par des vues sur 3 continents, mais aussi voient en nous une façon de les aider à faire une expansion géographique, à la fois aux US, en Asie et dans le Middle East, sur lequel on a une très bonne présence. Donc voilà, voilà l'histoire. C'est 3 licornes. Et aujourd'hui, en fait, notre fonds est basé à Singapour. On a des limites en termes de secondaire. Et nous, on pense que la période actuelle, c'est une très bonne période pour déployer. Je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont en stress, mais quand on a trouvé la bonne équipe, la bonne technologie, il y a pas, enfin, il y a des raisons pour lesquelles il y a des signaux qui montrent que ça va, enfin, que ces signaux sont positifs et que ça va, bien entendu, remonter. Et donc, on ouvre une nouvelle tranche dans ce fonds pour des LP, des family office, des tech entrepreneurs qui veulent nous rejoindre pour pouvoir faire plus de secondaire. Voilà, on pense que D'accord, donc si j'ai bien compris, c'est pour nos auditeurs qui auront peut-être envie de vous rejoindre. Aujourd'hui, le ticket est beaucoup plus élevé, ce que tu disais, c'est 3-5 millions minimum d'investissement. C'est ça? Alors, pour les investisseurs, oui, disons 5 millions. Après, le board peut toujours accepter suivant les profils. Mais nous, ce qu'on investit et ce qu'on déploie, c'est des tickets. Enfin, une fois le fonds, le deuxième closing bientôt, nous, nos tickets investis, oui, vont de 3 à disons 30 millions. D'accord. Alors juste petite question parce que tu l'as effleuré un peu, mais alors il y a un avantage parce que vous êtes, on l'a dit, sur 3 continents. Vous avez des GP, donc des entrepreneurs, des gens qui ont vraiment monté des sociétés, qui sont investis et qui investissent dans les sociétés aujourd'hui. Comment vous accompagnez aujourd'hui les sociétés dans lesquelles vous investissez? Ouais. Alors tu vas me dire bien, mais concrètement, si tu peux me donner un exemple, par exemple, d'accompagnement que vous avez pu donner à des boîtes du portefeuille. Ouais. Donc tu as raison. On n'a pas d'operating partner. On n'a pas un modèle, c'est chaque partner, chaque GP est un operating partner. C'est-à-dire qu'on va accompagner nos sociétés à trouver des clients, à recruter, à trouver des setups, faire des setups à l'étranger, là où on a des partenaires. On a le cas avec une boîte qui s'appelle GCEX, qui est une plateforme pour des brokers ou des family office pour trader du forex et des cryptos. Donc c'est vraiment un SaaS. Ils sont régulés en Suède et en Angleterre. Ils ont eu envie de s'étendre dans le Middle East parce que très forte traction commerciale. On les a aidés à faire le setup et à obtenir la VARA license. Voilà. D'autres sociétés comme Coinhouse, dans lequel on est rentré avec le fonds précédent, on les a aidés tout en leadant le tour, la première tranche de la série B, à trouver des investisseurs et des co-investisseurs avec eux. Voilà, donc, et on matérialise un peu toute cette aide, notamment au travers d'un cycle de conférences que l'on organise tous les 2 mois avec un certain rythme. Tu as participé à beaucoup de ces conférences. Avant, elles étaient offline, donc enfin, elles étaient en présence. On allait dans une ville et le partenaire en charge de cette ville invitait une centaine de personnes dans une salle. Donc Zurich, je crois que c'était en 2018, un truc comme ça. On fait parler dans des tables rondes précises avec des thèmes qui nous intéressent
On fait parler des entrepreneurs, des corpos, innovateurs et des investisseurs et donc on arrive à articuler, ça. Et ensuite on fait des dîners, dans lesquels on passe un bon moment et en général on close un certain nombre de deals. Voilà et des clients, des investisseurs pour nos boîtes. Hem, Évidemment, depuis le Covid, on est passé complètement online. Heu, on revient maintenant d'ailleurs à, un principe qui est complètement online parce que ça nous permet de monter à 200, 300, 400, 500. On a même un jour pété les scores de Zoom à plus de, 1 000 personnes. Heu Aujourd'hui, on fait ensuite des déjeuners ou des dîners avec, des investisseurs, qui sont soit déjà investis avec nous ou des co-investisseurs, et nos sociétés du portefeuille dans des villes, là où ils sont. Donc, la dernière, conférence, c'était la 65e. On a organisé, voilà, des meetings après, physiquement pour débriefer, de la conférence, à Dubaï, à Abu Dhabi, à Hong Kong, à Singapour, hein, suivant les créneaux, les time zones. On fait ça, soit, Europe, Asie, soit, Europe, US, soit Asie, US. Voilà. Donc, ces conférences rythment en fait, l'aide de BizDev, qu'on peut apporter, et plus, qu'on peut apporter à nos investisseurs, à nos investis, à nos sociétés investies. Tout à fait. Et puis j'ai été quand même aux premières loges, parce que c'est vrai que j'étais dans une vie précédente chez Odo où on avait investi aussi dans Coinhouse et j'ai pu voir effectivement ta présence de temps en temps, quasi quotidienne, dans des moments où ils avaient besoin d'aide ou en tout cas de conseils. Et c'est vrai que tu as été extrêmement présent et aidant. Si on revient rapidement sur donc TGV, vous allez ouvrir une nouvelle tranche. On a Ouais, eu toute cette vague finalement qui a été très focalisée sur le Web 3, comme tu l'as dit, 19, 21, 22, avec des rendements ouais. quand même assez exceptionnels, même pour tes premiers LP. Aujourd'hui, on parle beaucoup de GenAI, ChatGPT quand même est vraiment sur le devant de la scène, fait presque disparaître toutes les termes qu'on a utilisés en 21-22 de métaverse, Web 3, etc. Évidemment, cette trend ne disparaît pas. Aujourd'hui, pour toi et pour True Global Ventures, quels sont les trends dans lesquels vous investissez? Est-ce que vous avez identifié des grandes tendances pour les années à venir? Ouais, alors, un peu de la même façon qu'en 2018, on s'était dit, gaming, entertainment, c'est la façon d'adopter, les technologies, blockchain et puis, celle-là, on était plutôt enfin, dans le bon timing. Au début de l'année, on s'est remis à cet exercice, d'éditer, nos 5 mégatrends, et notamment dont la première c'est, finally, tu vois, l'AI va décoller et grâce à, la générative, AI, cette nouvelle génération, d'intelligence artificielle et c'est celle-ci qui va faire, en fait, l'adoption, massive. Donc, on s'est pas beaucoup trompé, mais en même temps, on était en janvier, donc, il y avait déjà GPT, 3 et cetera qui étaient dans le pipe. Mais surtout, nous, notre vision, c'est que évidemment, GenAI va disrupter les business du Web 2, du Web 3, et surtout les business qui n'ont pas encore touché, à la technologie, les secteurs qui sont encore très, traditionnels, y compris celui de VC, hein, d'investisseurs. Donc on utilise de plus en plus dans notre gestion, on va améliorer nos reporting et cetera, tout ça en travaillant avec, de la GenAI. Peut-être, aussi, notre deal flow, traiter notre deal flow avec de la GenAI, on verra. Mais en tout cas, on pense que c'est une pierre, en fait, vraiment, collée, au Web 3 et je heu, au-delà des gains de productivité que tu peux avoir dans ton portefeuille existant, de Web 3 en leur faisant tous adopter, la GenAI, il y a de la croissance. Donc il y a des gains de productivité, c'est sûr et des économies, mais il y a probablement aussi beaucoup plus à faire et ça, c'est notre deuxième tendance. Hem, donc notre deuxième méga trend, si tu veux, c'est, heu, métaverse devient mainstream parce que l'ensemble de ces métaverses sont encore en construction,
et que pour générer plus rapidement, better, faster, cheaper, euh, des expériences. On le voit avec Sandbox et un certain nombre de partenariats qui sont en train de faire avec des boîtes de GenAI Gaming, euh, de ton avatar qui va pouvoir se décliner et sur lequel il va avoir un programme un peu plus personnalisé, jusqu'à un non-playable caractère, hein, ces fameux personnages qui servent à rien dans le jeu, mais qui, Les euh, NPC. les Ouais. NPC qui ont un rôle. Bah, en fait, ce rôle va être de plus en plus intelligent. Il va permettre de customiser en fait l'interaction que tu as dans le jeu. Euh, la génération des paysages. Avant, il fallait 3 studios pour dessiner les arbres sur un circuit de voiture, hein. Aujourd'hui, tu peux fabriquer facilement avec les interfaces 3D des arbres pixelisés. Tu peux ensuite les adapter, etc. Mais en vrai, ce que tu peux faire maintenant, c'est générer des forêts. Et des forêts hyper réalistiques avec des outils de GenAI. Je ne sais pas si tu as vu la nouvelle version d'Adobe avec Firefly, mais en gros, ce que tu fais sur de l'image, tu vas le faire en 3D, et donc tu modélises. J'ai même vu une boîte, hein, donc elle est très early, mais je l'adore. Euh, Évidemment, tout ça est en discussion avec nos boîtes du portfolio, mais j'ai vu une boîte qui génère des jeux, du prompt au game. Ouais, Euh, mais ça m'étonne pas. voilà. Mais à quand aussi une boîte qui va faire des films directement, etc. Mais alors c'est drôle parce qu'il y a un côté vraiment, on va dire, le Gen AI qui permet de créer à l'infini du contenu, et de l'autre côté la blockchain qui elle va permettre de rarifier ce contenu-là ou en tout cas de l'authentifier. Et donc les deux quand même Surtout, se tout à fait. complémentent. Alors surtout, donc, GenAI génère tout plein de belles choses, mais aussi beaucoup de problèmes. Et notamment des problèmes qui sont liés au copyright. Donc aujourd'hui, on utilise allègrement Midjourney pour faire un certain nombre de trucs assez drôles, mais aucun copyright. D'abord, on ne sait pas ce qu'il y a exactement dans le corpus de data qui a entraîné le modèle, et en plus, on serait incapable de pouvoir distribuer un copyright à la Spotify, à la Deezer ou à d'autres qui vont, en fonction de ce qui est écouté, ce qui est utilisé, rendre les copyrights. Donc la blockchain et les NFT en particulier sont la technologie qui arrive à résoudre finalement les problèmes qui sont générés par GenAI. Et donc ça, on en est convaincu. C'est pas encore complètement dit, pas complètement compris par l'ensemble de l'écosystème, mais en fait les techs, parce que aussi les techs viennent pas des mêmes univers. Les tech blockchain ne sont pas forcément souvent des AI guys et vice-versa. Les AI guys sont des gens qui ont travaillé depuis des années sur centraliser les données au même endroit pour pouvoir entraîner des modèles. Donc les décentraliser maintenant, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais tout ça est en train de prendre, et notamment encore une fois aussi avec des aspects plutôt de régulateurs où certains pays, certaines villes vont aller plus vite que d'autres à proposer un écosystème qui soit euh, mieux encadré et qui permette en fait aux deux technologies de se. Voilà. C'est le cas, hein, sur Metaverse, on voit, hein, Séoul, Tokyo, ce qui se passe en Arabie Saoudite, Singapour, Hong Kong sont des gouvernements qui poussent pour avoir plus de métaverses. Ces métaverses, de toute façon, vont se construire en open metaverse. Hein, je parle des open metaverse avec de la blockchain, donc, vont se construire avec des technologies de GenAI pour accélérer le go-to-market, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est nos deux grandes tendances. Donc finally AI mainstream, voilà, et impact sur tous les secteurs. Deuxième truc, le plus gros secteur, c'est finalement metaverse, super empowered par du GenAI. Et après, on a trois autres tendances. On pense que, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est la bonne période pour investir. Parce que dans une période down comme ça, il y a pas mal de secondaires en fait qui se passent entre des investisseurs qui sont bloqués dans des investissements ou parfois, je pense à une boîte de GenAI, hein, qui a, je crois, reçu un investissement de 300 millions de FTX
ou d'Alameda. Voilà. Ouais. Donc, il y a 300 millions de, alors peut-être pas la Faut les même rendre. valo, Voilà. voilà. Ouais. Voilà. Donc cette boîte est très connue, elle fait partie du top 5. Tu as cité Forge tout à l'heure. C'est vrai que sur le fonds précédent, on est actionnaire de Forge Global, non pas pour les Français qui connaissent Société Générale, le Forge de Société Générale, c'est pas celui-là. C'est une plateforme, je vous invite à aller regarder, c'est une plateforme de trading, de secondary, de shares de sociétés, de parts de sociétés qui sont non cotées, et c'est des sociétés de la tech principalement. Donc vous pouvez, avant l'IPO, avant l'introduction en bourse, acheter des parts de fondateurs, des parts d'anciens employés, voilà, basiquement. Je crois qu'il y a une société en France qui se lance là-dedans qui s'appelle Caption. Voilà, Forge existe depuis plus de 10 ans aux US, c'est un market leader, mais c'est vrai que ça nous donne aussi beaucoup d'indications sur ce qui est en train de se passer sur le marché privé, notamment dans les boîtes de tech. Donc en ce moment, c'est le moment Donc d'acheter ça, c'est une de vos du tendances. secondaire. C'est-à-dire que une des tendances du marché dans la tech, c'est faut déployer le secondaire. Allons-y, c'est le bon moment d'acheter. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est dans ces périodes que il faut déployer. C'est dans ces périodes qu'on fabrique les meilleurs returns. Hein, Bien c'est sûr, toujours bien dans sûr. ces périodes de creux. Voilà, donc on a parlé timing au début. Voilà. Notre quatrième mégatrend, c'est sur la décentralisation, évidemment, mais on pense que de plus en plus de sociétés, y compris les sociétés du mode traditionnel, vont décentraliser un certain nombre de leurs innovations. Voilà, et donc on le voit parce que les seuls vrais modèles décentralisés complètement, bah, c'est Bitcoin, et que finalement ça résiste quand même vachement bien à tout ça. Je rappelle à tout le monde que Bitcoin était à 15 000 $ au début de l'année et qu'il est à 30 000 aujourd'hui, avec toutes les crises qu'on vient de passer. C'est assez extraordinaire. Mais même Jérôme Powell a dit, je crois il y a une dizaine de jours, que quand même les cryptos avaient prouvé leur résilience en tant que classe d'actifs ces derniers mois et ces dernières années. Donc c'est quand même, venant de la part de Jérôme Powell, président de la Fed, c'est quand même pas rien. Ouais, tout à fait, et dans un contexte macro qui est vraiment pas Terrible. bon, terrible, avec des Bon, intérêts, perfect des storm. taux Je pense qu'on a d'intérêt, tout voilà, pris. exactement. Donc Ouais. tout ce qui est autour de décentralisation, alors il y a Bitcoin évidemment. Alors nous on n'investit pas en Bitcoin, on n'est pas un hedge fund, hein, mais juste on a investi dans une société de mining avec le fonds précédent qui s'appelle Sato, dont tu as reçu le Oui, dans fondateur. l'épisode 2, je vous invite, si ça vous intéresse, de Voilà, comprendre un peu mieux Romain le Nouzareth, et donc mining. quelque part on met à disposition des GPU pour miner sur de l'énergie en excès, donc verte, sur un barrage au Canada, etc. On pense que ça peut même financer en fait la transition écologique. Mais donc voilà, Bitcoin. Il y a aussi tout ce qui est self-custody, hein, dans cette tendance-là. Ledger D'où Ledger, est un ouais. parfait Ouais. exemple de la décentralisation et massive. Et puis la DeFi, voilà, on n'a pas encore investi dans des trucs de DeFi, mais on voit, on peut faire de la DeFi aujourd'hui, de la gamify sur des jeux. On peut, voilà, donc il y a pas mal de choses autour de cette décentralisation qui nous intéresse, et puis dans lequel on va probablement encore déployer. Et puis la dernière méga trend pour nous, c'est plutôt euh, l'appétit pour de la régulation, de la data privacy, de la sécurisation, pour que le truc soit adopté massivement. Il va falloir des environnements comme on le voit avec Mika, finalement qui attire y compris des players américains. En ce moment, il vaut mieux être européen avec un projet, un solide projet crypto Web3 que américain. Et voilà, et donc il y a un besoin qui est drivé finalement par la demande des consommateurs. Donc la demande des consommateurs, c'est de dire faites-moi un truc mieux régulé où j'y vois clair et je suis pas un bandit de faire des investissements dans cette technologie-là, une bonne régulation, et puis oui, le modèle dont j'ai parlé tout à l'heure aussi, c'est un bon modèle pour GDPR. Le Web3, c'est euh, c'est l'hébergement, enfin, c'est l'arrêt de l'hémorragie de tes datas du Web 2. Et donc, Non, mais c'est incroyable dans parce que la... c'est quand même la première fois depuis longtemps que l'Europe est pionnière sur deux sujets extrêmement importants qui sont GDPR, donc la
protection des données privées et un cadre réglementaire clair et européen avec toutes les externalités positives que ça implique, hein, comme le fait de pouvoir passeporter en fait une licence d'un pays à l'autre en Europe. On est en avance par rapport à l'ensemble des pays du monde aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Sachant que GDPR a été quand même assez mal implémenté. C'est une très bonne régulation, mais elle a été mal implémentée dans le sens où notre seul choix en tant que consommateur, moi, ce que je dis surtout dans cette méga trend, c'est le consommateur qui lead en fait cette demande. Et donc, dans GDPR, malheureusement, le consommateur, il appuie sur OK à toutes les pop-up qui lui viennent et qui lui disent attention, tes données vont être échangées, etc. Et finalement, on dit oui ou non, mais enfin, je veux dire, finalement, c'est assez mal géré parce que si on veut continuer d'accéder aux services, ben, on a tout intérêt de partager ces. Voilà. Le Web 3, c'est le respect de ces données. C'est la propriété de ces données et c'est éventuellement l'ouverture à la lecture de ces données, mais en aucun cas la collecte de ces données personnelles par les utilisateurs. Donc on est dans Absolument. un moment là, d'un passage de transition au Web 2, au Web 3. Moi je pense que le Web 2 est complètement obsolète et que pour des raisons de sécurisation, pour des raisons de business Oui, model, puis pour même des je pense que raisons de. les consommateurs en général se sont rendus compte qu'aujourd'hui, les plus grosses boîtes du monde, c'est des boîtes qui sont montées sur leur data et qu'en fait, elles ont quand même un peu de valeur, qu'on n'a pas forcément envie que tout le monde les voit. Il y a eu beaucoup de scandales. Et alors, le Web3 était très en avance de phase sur toute cette, on va dire, mouvance-là. Mais en tout cas, tu as tout à fait raison, je suis d'accord avec toi. Ça permet quand même à l'utilisateur final de reprendre la main sur ses données, de choisir ce qu'il veut en faire. Voilà. Et de potentiellement même les remonétiser en donnant l'accès à très court terme, et pas forcément en lecture d'ailleurs complète, à des services digitaux. Alors c'est vrai, mais ça reste encore très compliqué Exactement. pour tout le monde. Et Ouais. donc, même moi qui ai fait donc 25 ans de fintech, quelques bonnes années d'études, j'avoue que faire un transfert de ma clé Ledger en passant par CoinHouse un truc pour m'acheter un NFT, j'ai quelques sueurs. Euh, Bah, on en parle dans l'épisode numéro 4 avec Jérôme de Tichet et de la norme ERC 4337 qui permet justement de faire les accounts, enfin ce qu'on appelle le account abstraction. Mais c'est vrai que on a eu un grand débat voilà, de 10 minutes sur justement l'expérience utilisateur qui considère comme un bizutage aujourd'hui. C'est vrai que c'est oui, vraiment c'est une ça, punition. c'est une C'est punition. une Ouais. punition. Ouais. C'est une punition en regard du Web 2 et pourtant si on veut cette transition, là maintenant, il va falloir trouver des solutions. Alors, bonne nouvelle, il y a eu en effet, pas mal de nouvelles boîtes, ou de boîtes existantes qui ont trouvé comment simplifier, cet accès-là. Je pense que d'ici 1 an, on aura tous dans les sites de e-commerce Web 2, en plus de notre caddie, un wallet avec, les programmes de feed, et cetera et donc, petit à petit l'adoption, du Web 3. Bon, j'ai vu des sociétés travailler sur ce type d'approche. Heu, voilà, on va devenir des utilisateurs du Web 3 sans vraiment le savoir en fait, hein, tout simplement. Un wallet, c'est un wallet, hein. J'en ai un dans mon iPhone depuis un moment, qui est le Apple Wallet dans lequel j'ai mes tickets d'avion, mes loyalty programmes. Ça va arriver avec dedans des NFT, voilà, et l'usage sera très simple, en tout cas le plus possible On est pour d'accord. l'adoption. Ouais. Voilà, Non, Alexis. bah écoute, non, c'est extrêmement clair. Bah écoute, Franck, quel bonheur, toujours un plaisir de te parler. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais pour nos auditeurs peut-être quelques lectures intéressantes ou sites internet que tu trouves intéressants ou de personnes à suivre, à part évidemment tous les liens de TGV que je mettrai dans la description du podcast ou de la vidéo sur YouTube, mais est-ce que tu as des livres qui, sur ces sujets-là, t'ont particulièrement interpellé ces dernières années? Écoute, ce que je lis là plutôt en ce moment, c'est surtout autour de l'intelligence, artificielle, des, réseaux de neurones et cetera. C'est plutôt pas des livres, plutôt, des papiers de recherche. Heu, j'essaierai là, avant que tu publies, de t'en envoyer un que je trouve, particulièrement intéressant. Super.
Voilà. Bah, écoute, Après, les livres que je lis dans la vraie vie, dans mon autre vraie vie, c'est plutôt complètement autre chose, qui permet de garder une inspiration, en fait. Voilà. Si tu veux vraiment un livre intéressant, là, pour l'été, un tout petit bouquin qui raconte exactement ce qui est en train de se passer. Le bouquin a quelques années. C'est un livre d'Antoine Bello sur une IA qui s'échappe et qui écrit un livre. d'accord. Euh, pareil, je te retrouverai le titre et tu pourras le publier. Très intéressant. Bah, Ça s'appelle magnifique. Ada. Ça y est, ça me revient. Ça Ada. s'appelle Ada. Ok, Ada d'Antoine Bello. Voilà, très, 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 très mignon. Une petite lecture magnifique. d'été, là. Magnifique. Bah écoute Franck, je te remercie déjà d'avoir passé un peu de temps avec nous. Je souhaite et je vous souhaite chez TGV un très beau closing de tout ce qui vous reste à closer en termes de levée de fonds et puis surtout si j'ai bien compris, de très beaux investissements à venir dans des boîtes donc un petit peu plus matures mais des boîtes qui ont un impact, j'imagine en tout cas plus fort aujourd'hui dans tout ce qui est technologie du Web3, blockchain et aussi de l'AI. On est sur un truc, là, dont je viendrai te reparler, où je te proposerai d'inviter les fondateurs israéliens sur l'éducation, qui mélange GenAI et Web3. Extraordinaire. Magnifique. Ben, I can't wait. Salut Franck. Salut Alexis, merci beaucoup. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de From the Block. Comme je suis sûr que vous avez adoré cet échange autant que moi, je vous invite à vous abonner au podcast ou à la chaîne YouTube. Vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, collègues et tous ceux qui s'intéressent au Web3. Votre soutien nous aide à continuer à produire du contenu de qualité et à faire connaître les voix influentes de l'industrie. Restez connectés, car de nombreux épisodes passionnants sont à venir. Merci d'avoir écouté From the Block.